Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous sommes le groupe Gilets jaunes parisiens solidaires. Nous sommes un groupe de Gilets jaunes qui existons à peu près depuis le mois de janvier. Notre activité principale est de nous retrouver pratiquement tous les mercredis soirs dans un local, dans le 9e arrondissement. Ces réunions sont ouvertes à tous. Il y a un groupe qui est assez permanent et puis d'autres camarades qui viennent, qui reviennent selon leur temps et leur humeur. Et puis une autre activité que nous avons menée et qui était tout à fait intéressante et qui n'est pas finie d'ailleurs, c'est de faire un point fixe sur la place Pereire. Et on pourrait dire que c'est notre rond-point, mais disons que c'est un point fixe, place Pereire, pour discuter avec les habitants de toutes les questions qui sont liées autour de ce mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il représente, ce qu'il souhaite, ce qu'il demande et ce que les personnes que nous rencontrons en pensent et dans la mesure du possible ce que nous pouvons répondre par rapport à leurs interrogations. Il y avait eu aussi une activité que j'ai envie de mentionner parce qu'elle était très bienvenue, c'était d'organiser un jogging de Gilets jaunes le dimanche matin. Il a eu lieu quelques dimanches avec des jeunes, et je crois des moins jeunes, mais qui étaient tout à fait contents d'aller courir vite ou moins vite dans Paris. Et l'idée, c'était d'aller vers les lieux proches du pouvoir. Seulement, j'ai cru comprendre, moi je n'y ai pas participé, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un certain harcèlement de la part de la police. Et au fil du temps, je crois 3-4 dimanches matin, les courses du Gilet jaune se sont arrêtées. Je ne sais pas si elles reprendront ou pas. Bon, en tout cas, ce qui est important pour ceux qui ne connaissent pas de retenir, c'est, et on pourra en discuter après, parce qu'il y a une buvette, si vous avez envie d'avoir l'adresse où nous nous réunissons le mercredi soir, où on peut effectivement continuer à se voir et discuter. Alors, ce qui a motivé la réunion de ce soir, c'est la grande inquiétude, bien sûr, que nous avons autour de la question de la privatisation des aéroports de Paris. Ça pose de nombreuses questions. Alors, l'impact, je vais lire ce que c'est parce que je ne m'en souviens jamais, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, a été adopté définitivement le 11 avril. Ce qui effectivement fait poser les questions. Pourquoi une entreprise aussi rentable devrait être privatisée? Qu'est-ce que veut dire une privatisation par rapport à un aéroport qui est quand même le lieu de nos frontières? Qu'est-ce qui se passera au niveau de l'environnement, de la sécurité? Est-ce qu'il s'agit de transformer les aéroports en galeries marchandes? Enfin, bien des questions qui surgiront certainement en plus après les exposés que nous allons avoir. Donc, pour ce faire, nous avons deux invités ce soir, qui sont Coralie Delhomme et Michael Lenné. Donc, je vous présente Coralie. Coralie Delhomme est essayiste, elle est journaliste. Elle a publié plusieurs livres sur l'Europe, dont certains avec David Kella, je prononce bien son nom, et vous collaborez avec Polony Télé et avec Marianne. Et vous avez été instigatrice d'une pétition contre la privatisation des aéroports de Paris, une pétition qui a été lancée le 24 février et qui est déjà proche de 300 000 signatures. Et est présent également Michael Lenné, qui est économiste, membre des économistes atterrés, professeur d'économie à Sciences Po Lille, et vous avez publié Sous l'emprise des esprits animaux, essai sur l'anticipation d'investissement des entrepreneurs. C'est chez Les Classiques Garnier. Et vous êtes également, entre autres, auteur d'un article pour Mediapart qui est Conseils en communication pour privatiser ADP. Alors, cet article, je l'ai lu, je vous le recommande vivement parce qu'il enseigne beaucoup de choses et il est extrêmement drôle. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Michael Lenné en premier et Coralie vous nous parlera ensuite. Merci.
Alors, j'ai l'habitude de préférer sans micro, j'espère que vous m'entendez bien comme ça. Moi, je préfère. Donc, si tout le monde, même au fond de la salle, m'entend parfaitement, je préférerais faire comme ça. Donc, merci d'être là. Voilà, moi, la privatisation d'ADP, ça me semble tout à fait emblématique de la financiarisation de l'économie. Hein, c'est-à-dire le fait que, en fait, par financiarisation, on désigne un tournant économique qui date du début des années 1980 et dans une ère de financiarisation, l'économie gravite autour de la figure de l'actionnaire. Donc voilà, l'économie est au service de la finance, et la privatisation d'ADP me semble tout à fait emblématique de ça. Ça s'inscrit du coup contre une tradition juridique et économique française, mais on peut dire continentale de manière assez générale, puisque ça c'est un modèle très anglo-saxon, selon laquelle une entreprise ne se réduit pas à ses propriétaires que sont les actionnaires, mais elle est au sens le plus large une institution. Elle est à la fois détenue par leurs propriétaires, les actionnaires, et à la fois c'est une institution. Ce qui explique notamment que d'un point de vue comptable et juridique, l'entreprise s'endette à une dette auprès de ses actionnaires. Un actionnaire ne peut pas faire ce qu'il veut de son entreprise. C'est pour ça que vous avez des délits qui sont par exemple les abus de biens sociaux. C'est quand un gérant qui pourrait être par ailleurs actionnaire fait ce qu'il veut avec la caisse de l'entreprise, c'est un délit. Hein, il y a une limitation du droit de propriété. Les actionnaires n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils entendent. On pourrait développer sur ce point-là, mais c'est une tradition juridique qui existe toujours. Il y a toujours cette trace de la conception d'entreprise comme finalement elle a un rôle social à jouer l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas que les actionnaires. L'entreprise, c'est aussi les parties prenantes, les fournisseurs, les salariés, l'État. C'est aussi beaucoup de choses. L'entreprise a un rôle plus large, du moins dans la tradition française, du moins dans une certaine tradition juridique, qui est mise à mal par cette logique de la financiarisation, qui a donc petit à petit pris place à partir du début des années 1980. Donc voilà, on a ce nouveau régime qui veut faire en sorte, finalement, de satisfaire avant tout les actionnaires. Donc, je me suis penché un petit peu sur les comptes de l'aéroport de Paris. Alors, vous le savez certainement, l'aéroport de Paris, vous avez certainement lu la presse à ce sujet, ça comprend non seument Orly-et-Roissy et le Bourget, mais un certain nombre de gestions d'aéroports à l'international, notamment les aéroports d'Istanbul, d'Antalya, en Turquie, l'aéroport de Monastir en Tunisie, l'aéroport de Skopje en Macédoine, d'Amman en Jordanie, etc. Donc c'est un consortium international qui pèse déjà 4,5 milliards de chiffre d'affaires. En augmentation sur 2 ans, l'augmentation de chiffre d'affaires est de 52%. Donc c'est une activité qui se développe très bien. C'est une entreprise extrêmement prospère. Extrêmement prospère. Donc, quand on entend un certain Premier ministre qui dit que l'entreprise est face à des difficultés, etc., il faut comprendre qu'en fait, l'entreprise est extrêmement prospère. Alors, on a différentes manières en économie ou en gestion, en finance d'entreprise, de mesurer ce qu'est la rentabilité d'une entreprise. Il y a ce qu'on appelle la rentabilité du point de vue de l'actionnaire, qu'on peut appeler la rentabilité financière. Hein, quand j'investis mon argent, est-ce que j'en gagne beaucoup ou pas? Si on mesure d'après ce critère, qui est un critère qui n'est pas dénué d'idéologie, c'est pour ça que je vais varier toujours les regards sur ADP, c'est un regard, donc c'est solidaire d'une certaine idéologie, et on s'aperçoit que ADP est systématiquement rentable, et rentable à hauteur d'à peu près 12%, ce qui est un très bon taux de rentabilité financière. Maintenant, c'est un taux qui, à mon sens, minimise le, entre guillemets, vrai taux de rentabilité d'ADP. Donc ça, si vous calculez ce qu'on appelle le return on equity, c'est-à-dire le taux de rentabilité financière, vous obtenez à peu près 12,5%. Bon, très bien. Pourquoi est-ce que je dis que ça minimise le vrai taux de rentabilité? C'est parce qu'en fait, c'est solidaire cette idéologie qui veut que ce qu'on appelle la création de valeur pour l'actionnaire, c'est enseigné dans les business schools, c'est enseigné dans les bibles de la finance comme Vernimen ou d'autres bibles de la finance. Qu'est-ce que c'est que la création de valeur pour l'actionnaire? Vous allez tout de suite saisir le côté idéologique de la chose. Ça vous dit la chose suivante. Si le marché s'attend, le totem moderne devant lequel il faudrait s'immoler. Donc le marché, si le marché s'attend à un taux de rentabilité, par exemple, de 10%,
Donc c'est la moyenne en fait des investisseurs qui constituent le marché s'attendent à ce que votre entreprise ait un taux de rentabilité moyen de 10%. Si, par malheur, votre taux de rentabilité est de 8%, donc inférieur aux attentes, vous détruisez de la valeur. Si par bonheur il est de 12%, donc vous cette au-dessus des attentes, à ce moment-là vous créez de la valeur. Mais dans les deux cas, vous êtes rentable. Donc on voit bien qu'il y a là, derrière cette pensée de création de valeur pour l'actionnaire, une idéologie très spécifique qui est de dire il faut absolument sauvegarder un revenu minimum aux actionnaires. Et jusqu'au point à ce qu'on considère que c'est détruire de la valeur que d'être simplement rentable. Et confortablement rentable. Si oui, vous êtes à 8% alors que le marché s'attend à 10%, en tant que chef d'entreprise, vous n'êtes pas malheureux. Bien sûr, vous voulez faire plus, mais enfin, vous n'êtes pas malheureux. Donc il y a une idéologie derrière, et ça se retraduit dans la manière dont on mesure le return on equity. Donc ce taux de rentabilité financière dont je vous ai parlé, ça se traduit comme ça. Parce que notamment, on considère, on met au dénominateur, donc ce qui va permettre de diminuer le taux de rentabilité, on met au dénominateur tous les bénéfices accumulés. Alors pourquoi est-ce qu'on met au dénominateur tous les bénéfices accumulés? Parce qu'on considère que ces bénéfices, en fait, ils appartiennent aux actionnaires. C'est là où on est à nouveau dans l'idéologie. On considère qu'ils appartiennent aux actionnaire, et c'est vrai que juridiquement, à n'importe quel instant, les actionnaires peuvent décider de se les distribuer comme dividendes. Ça a aussi une traduction au niveau du droit. Donc on considère que ces bénéfices appartiennent aux actionnaires, et donc qu'il faut pouvoir les rémunérer très bien. Si on considère la rentabilité au sens commun, c'est-à-dire moi j'ai, par rapport aux euros réellement investis, pas seulement en prenant en compte donc les bénéfices accumulés, mais seulement par rapport aux euros investis. L'État n'a investi dans ADP que, si ma mémoire est bonne, 840 millions d'euros. ADP fait 610 millions d'euros de bénéfices. Donc en fait, le vrai taux de rentabilité par rapport à l'argent qu'a mis l'État, puisqu'il y a, puisque c'est essentiellement ça, bon, certes l'État envers le capital et d'autres personnes, on aurait pu penser que d'autres personnes auraient mis de l'argent dans ADP, sauf que lorsque, à ma connaissance, lorsque l'État a vendu des parts d'ADP, il n'y a pas eu d'augmentation de capital. Donc en fait, ça s'est juste fait, c'est juste l'État qui a récupéré de l'argent et ADP n'en a pas vu la couleur. Donc en d'autres termes, donc sur 840 millions mis sur la table par l'État, un bénéfice actuel de 610 millions, on est à un taux de rentabilité de 72%. C'est une autre façon de regarder la rentabilité. On a la première, qui est la plus commune, je vous dis que c'est la plus commune, qui est solidaire d'une certaine idéologie, qui est celle de la création de valeur pour l'actionnaire, on est à 2,5. Si on regarde maintenant par rapport à l'argent qu'a mis l'État, mais vous pouvez le lire, si vous regardez le bilan d'ADP, vous regardez la décomposition de ce qu'on appelle les capitaux propres, vous regardez l'argent mis par l'État, fondateur d'ADP, 840 millions. Donc un très très bon taux de rentabilité. Donc ça c'est déjà un premier point qui me semble intéressant, qui est assez passé sous silence d'habitude. On peut maintenant s'amuser à faire des prévisions. Vous le savez, ADP, a priori, va être cédé pour 70 ans. Sur 70 ans, comme dirait Pierre Dac, la prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne le futur. Donc, c'est quand même, c'est difficile de prévoir l'avenir sur 70 ans. On est bien d'accord. Mais les financiers le font, et très certainement le repreneur l'aura fait. Parce qu'il ne peut pas décemment payer le prix que l'État va demander pour ADP sans le justifier auprès de ses actionnaires. C'est normal. A priori, d'après les hypothèses qui circulent, l'État va récupérer 9 milliards d'euros de la vente de 50,6% d'ADP, de ce qui lui reste. D'ailleurs, il y a même des hypothèses contradictoires, selon certaines déclarations, 10 ou 20% d'ADP pourraient rester entre les mains de l'État. Enfin, bon, partons de l'hypothèse que l'État vende tout. Donc 9 milliards, donc il faut quand même justifier un petit peu pourquoi on va mettre cette somme qui peut sembler mirobolante sur la table. Donc, pour ça, on va faire des hypothèses. Et suivant les hypothèses qu'on va faire sur les 70 prochaines années, le taux de rentabilité attendu, espéré, va être différent.
Première hypothèse, raisonnable, selon des associations professionnelles diverses et variées, dont j'ai pu regrouper les sources, on s'attend à ce que le trafic aérien double au cours des 20 prochaines années. Première hypothèse, on va dire que c'est vrai. C'est ce qui va se passer. Bon. C'est une première hypothèse. Qu'en est-il des 50 années suivantes? Autre hypothèse, je vais dire, le rythme de progression est 2 fois moindre. Le rythme de progression des ventes, 2 fois moindre. Donc avec ces deux hypothèses-là, le taux de rentabilité que je calcule, dans le jargon on appelle ça le TRI, le taux de rendement interne, il est de 20%. Ce qui est énormissime. Ce qui est jackpot. Donc le futur repreneur fait une excellente affaire, à peu près du niveau des sociétés d'autoroutes, dont un certain Vinci faisait partie, et paraît-il que Vinci serait au premier rang des éventuels repreneurs de ADP. Bon. Il se trouve qu'incidemment c'est une belle coïncidence, et qu'en tout cas le taux de rentabilité est excellent, est absolument excellent. On peut varier le regard. Donc là, je vous ai dit, avec ces deux hypothèses-là, on peut avoir d'autres hypothèses, parce que notamment, ce que je ne vous dis pas, mais il faut quand même que je vous le dise pour voir ce qui se passe quand on change les hypothèses, c'est que, vous êtes bien d'accord, que si cet investissement concerne 70 ans de revenus, 1 euro dans un an n'a pas la même valeur qu'un euro aujourd'hui. 1 euro dans 10 ans n'a pas la même valeur qu'un euro aujourd'hui. Si je vous laisse le choix entre 100 euros aujourd'hui ou 100 euros dans 10 ans, je pense que vous allez rigoler un bon coup. Vous allez me dire, vous préférez 100 euros aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on déprécie la valeur de l'argent. C'est par ce qu'on appelle un taux d'actualisation, c'est-à-dire rendre actuel des sommes d'argent futures. On fait ça avec un taux d'actualisation. Et ce taux d'actualisation, je vous le donne en 1000, c'est là où on retrouve notre idéologie de création de valeur pour l'actionnaire. Ce taux d'actualisation, c'est calculé d'après les attentes du marché. Qui sont, c'est pas l'inflation, c'est bien au-dessus de l'inflation. Ce qui permet de minimiser, en fait, la rentabilité. Donc, même avec un taux d'actualisation très fort comme ça, à contenu idéologique, on arrive à un taux de rendement extrêmement élevé. Maintenant, on peut se dire, après tout, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idéologie, et je décide d'appliquer un autre taux d'actualisation, et j'ai entendu effectivement dans l'audience, très alerte, l'inflation. Donc, si on actualise avec l'inflation, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le taux de rentabilité est très important. Très, très important. Beaucoup plus important. On garde les mêmes hypothèses, sauf que l'actualisation, cette fois-ci, on actualise l'inflation en prenant l'hypothèse que l'inflation qui aura lieu pendant 70 ans est égale à la moyenne de l'inflation des 20 dernières années en zone euro, à peu près 2%. Donc en prenant cette hypothèse-là, on aboutit, cette fois-ci, je n'ai pas calculé le taux de rentabilité, mais j'ai calculé ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, c'est-à-dire la somme de tous les revenus actualisés moins le coût d'acquisition. Donc si on regarde tous les revenus, tout ce que ça rapporte, moins ce qu'on a payé au départ, eh bien on s'aperçoit que malgré tout, dans l'hypothèse où le repreneur rachète tout, les 100% du capital, donc pas seulement la part de l'État, mais aussi la part des petits porteurs privés, donc dans cette hypothèse-là, on est à 108 milliards d'euros d'aujourd'hui de revenus. C'est intéressant. Pour un coût d'acquisition total, si on parle de ça, de 17,67 milliards. Donc à peu près 6 fois le coût d'acquisition. En euros d'aujourd'hui, je dis bien. Donc on déprécie les flux de revenus futurs, ce qui est normal. Encore une fois, la valeur de l'argent se déprécie dans le temps, ce qui est un phénomène économique tout à fait récurrent. Donc voilà ce qu'on peut dire. On peut aussi examiner la situation d'ADP sous un autre angle, qui est de dire qu'ADP a consenti énormément d'investissements depuis 2016. Donc ADP a amélioré son outil de production. En fait, c'est ça, quand on dit investi, il a amélioré son outil de production, agrandi ses capacités de production au cours des 3 dernières années. Et d'ailleurs, le plan d'investissement qui a été voté faisait état que en 2019, l'essentiel des investissements serait réalisé. Donc en plus, pour l'éventuel repreneur, c'est une aubaine, puisque l'essentiel des investissements sont déjà réalisés, et on n'a plus qu'à en récolter les fruits. Donc je me suis amusé un petit peu à regarder dans le détail les 5 dernières années, de ce qu'on appelle les comptes
sociaux, c'est-à-dire l'enregistrement comptable de tout ce qu'a fait ADP au cours des 5 dernières années, on s'aperçoit que sur 2 ans, sur les 2 dernières années, ADP a augmenté ses capacités de production de 60%. C'est énorme. En jargon comptable, on dit que ces immobilisations ont augmenté de 60%. Les immobilisations, c'est les moyens de production. Ce qui est beaucoup, l'endettement a évolué à peu près en parallèle, légèrement plus, mais à peu près en parallèle. Ce qui veut dire que donc, si ADP s'est endetté, c'est pour s'enrichir en moyens de production. D'autant que, encore une fois, ADP est très rentable. Donc on ne voit pas de diminution de la rentabilité, au contraire. On a ça. On a, en finance, on aime bien regarder aussi, se dire, par rapport à c'est le destin normal de toutes les entreprises que d'être endettées. Donc on aime bien savoir si une entreprise est solvable. Si l'entreprise, c'est-à-dire si l'entreprise est en mesure de rembourser ses dettes. Et donc pour ça, on calcule certains ratios en finance qu'on aime bien, dont un ratio qu'on appelle le ratio de solvabilité, où on prend toutes les dettes financières, qu'on appelle nettes, c'est-à-dire qu'on enlève la trésorerie, et on divise par la capacité de l'entreprise à générer du cash par l'activité. En d'autres termes, donc là, je vous donne une explication un peu d'économiste, mais en termes beaucoup plus clairs, si ADP entend ne faire que rembourser ses dettes, elle y arrive au bout de 2 ans et demi. Ce qui est extrêmement rapide. Rien qu'avec le cash généré par son activité, ADP rembourse ses dettes en 2 ans et demi. Ce qui est un excellent ratio. En finance, on considère en général, ça dépend aussi des secteurs, ça varie un petit peu en fonction des secteurs, on considère qu'un ratio en dessous de 3, c'est un bon ratio. C'est un indicateur d'entreprise solvable. Donc ADP est solvable. Et tout à fait solvable. En 2 ans et demi, ADP pourrait, s'il le souhaite, rembourser toutes ses dettes. Alors il y a un autre effet de jackpot aussi que je trouve extraordinaire pour ADP, c'est qu'ADP a un compte en banque assez bien fourni. Petit compte en banque qui permet de temps en temps de se faire des petits extras. C'est un petit compte en banque de 2 milliards d'euros. En d'autres termes, alors que pour faire tourner la boutique, ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement, varie selon les années entre 60 millions et 200 millions, donc tout le reste peut être utilisé par un futur acquéreur pour payer l'acquisition. Encore une fois, on a un effet jackpot extraordinaire. Donc il y a quasiment 2 milliards donnés gratuitement. Donc si vous voyez circuler des chiffres dans la presse, surtout enlevez 2 milliards. Puisqu'ADP, à 2 milliards, vous pouvez être sûr que le futur repreneur va utiliser la trésorerie. Puisque c'est une stratégie tout à fait courante en finance. On utilise on se gave sur le dos de l'entreprise qu'on reprend. Et là, une trésorerie tellement abondante est plutôt inutile. Puisque je vous dis, le besoin de fonds de roulement, il varie entre 60 millions et 200 millions. Donc vous pouvez être sûr que le repreneur va le faire. Donc si on calculait en fait du coup une rentabilité avec cet effet de trésorerie, on aboutirait à un taux de rendement encore supérieur que ce que je vous ai annoncé. Donc oui, bon là je pense que j'ai déjà fait un panorama assez complet. Je peux vous dire quand même encore une chose, c'est que donc, d'après un fabuleux calcul, on nous dit que le produit de cette vente va servir à alimenter un fonds. En fait, on va acheter des produits financiers avec, qui va rapporter 2,5% d'intérêt. C'est-à-dire 250 millions d'euros par an. Donc c'est extraordinaire. Et bien sûr, on ne prend aucun risque. On ne prend aucun risque en faisant ça, mais bien sûr. Mais vous les croyez quand ils vous disent ça? Non. Alors, quels sont les actifs financiers sans risque qui procurent un taux d'intérêt de 2,5%, on va dire à 30 ans, parce qu'on va rarement au-delà de 30 ans. Ce qu'on appelle des titres de dette. Les dettes réputées les plus sûres, c'est les dettes des États, puisqu'ils sont réputés de ne pas faire faillite. Et les grands États riches et développés ne le font pas, effectivement. À votre avis, le taux d'intérêt sur les titres de dette allemandes à 30 ans, est-ce que c'est 2,5%? C'est plus, vous pensez que ça rapporte plus? C'est un zéro. On est à 0,17% aujourd'hui. 0,17%. On peut prendre des risques. Donc, sur la dette d'État allemande, on peut se dire qu'effectivement, il y a 0 risque.
une dette dont on peut penser qu'elle est peut-être légèrement plus risquée. Donc pour vous dire que, bien sûr, un des principes de base en finance, c'est que la rémunération est inversement corrélée au risque. Donc plus vous voulez de la rémunération, plus vous prenez des risques. Donc on voit déjà qu'on n'est pas dans le zéro risque de la dette allemande, puisque c'est 0,17, et qu'on veut avoir 2,5. Alors là, on serait beaucoup plus. Non, pas la dette grecque. Mais admettons un pays dont le monde entier envie la modestie et le fromage. La France. À votre avis, on est à combien? 1,06. À 30 ans, hein, le taux d'intérêt à 30 ans, 1,06. Donc on n'investirait pas non plus. En même temps, l'État, investir dans des dettes d'État français, ça serait un petit peu étrange. Donc, c'est pas ça qu'on va faire avec cet argent. Je vous le donne dans le mille, ce qu'on va faire avec cet argent, puisque c'est le taux de 2,5, c'est on va investir dans la dette publique américaine. La dette publique américaine est à 2,5% aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est à 2,58. Très précisément. Donc c'est ça qu'on va faire. Certainement, vous vous souvenez de ce petit accident d'histoire qui s'appelle la crise des subprimes. Il y a un certain nombre de théories économiques qui vous disent que c'est parce qu'il y a eu une intense spéculation sur les titres de dette publique américaine que la crise des subprimes a été rendue possible. Puisque la spéculation sur les titres de dette publique américaine a permis finalement un abaissement des taux d'intérêt qui ensuite a encouragé certaines pratiques immobilières, etc. etc. En tout cas, le dollar en plus fluctue énormément. On ne sait pas à l'avenir ce qu'il en sera du statut de la monnaie chinoise. Hein, la stature internationale de la monnaie chinoise, on ne sait pas trop ce que ça va donner à l'avenir. Donc investir dans la dette publique américaine, je ne sais pas si on peut considérer ça comme absolument sans risque. En tout cas, c'est ce qu'il nous faudrait aujourd'hui pour obtenir un taux d'intérêt de 2,5%. Alors on peut envisager même d'aller au-delà, d'aller sur le marché des actions, mais a priori c'est pas ce que d'après ce que j'ai lu, ce que va faire l'État. Oui. J'avais pas vu qu'ils voulaient investir dans des startups françaises, notamment un fonds d'investissement dans des petites entreprises. Oui, alors, moi ce que j'avais lu, je ne sais pas si c'est la même chose que ce que vous avez lu, c'est qu'ils allaient consacrer les 250 millions que leur rapporte ce fonds sûr au financement des startups. Donc ils le placent sur un actif sans risque, la dette publique a priori, pour ensuite investir juste le produit des intérêts dans les startups. Donc avec 250 millions d'euros, on peut être sûr d'être bientôt la première économie mondiale. Voilà, donc je pense que c'est pas mal. Ce qui est sûr, c'est qu'une des activités les plus rentables, ça après on peut chicaner, mais une des activités les plus rentables d'ADP, bien évidemment, c'est le commerce. Hein, c'est les commerces et les services. Donc tous les services de restauration, toutes les boutiques, etc. versent une redevance à ADP. Et c'est presque un tiers de la rentabilité d'ADP, ça. Pour un cinquième du chiffre d'affaires. C'est l'activité la plus rentable, c'est une des activités qui se développe le plus. Donc on peut être sûr qu'avec le futur repreneur, bien évidemment, c'est déjà le cas hein, avec l'État majoritaire, mais avec le futur repreneur, ça va se développer davantage ces services-là. Bon voilà, mais tout ça c'est pour chicaner. C'est un plaisir immense que de chicaner. Hein. Mais je vais enlever ma tunique d'économiste et je vais vous laisser la parole à Coralie Delhomme qui va vous donner un autre point de vue sur cette affaire qui nous occupe. Je vous remercie. Plus tard, donc, on pourra échanger, répondre à vos questions avec grand plaisir. Ah oui, le micro. Avant que vous ne parliez, Coralie, je pense que nous sommes tous d'accord et que nous sommes repreneurs d'ADP. Ah. Merci de nous avoir convaincus. Je pense que nous sommes tous d'accord. Par rapport au fonds d'investissement qui vient d'être évoqué, je voulais juste préciser que ça a été très durement jugé par la Cour des comptes, je ne sais pas si vous avez vu, qui a demandé au gouvernement de mettre un terme à cette solution parce qu'elle l'a trouvée opaque et pas du tout satisfaisante. Voilà. Ça fait partie des
des choses qui sont reprochées à ce projet. Sinon, moi je vais plutôt, on s'était partagé la tâche comme ça, je vais plutôt vous évoquer devant vous la partie juridique de l'affaire, sachant que moi je ne suis pas spécialement juriste au départ, en fait moi ma spécialité c'est plutôt l'Union européenne, donc on est plutôt assez loin. Mais je me suis intéressée à ce sujet parce que c'est pas totalement sans lien en fait, ce sont deux sujets de souveraineté l'un et l'autre. L'Union européenne, c'est la question de la souveraineté de la nation et du peuple vis-à-vis d'un ensemble supranational composé pour une très large part d'entités qui prennent des décisions politiques tout en échappant à la sanction du suffrage. Et les entités parfois, et c'est le cas de la Commission européenne, dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, demandent à la France des privatisations. Et par exemple, en ce moment, la Commission européenne demande à la France de privatiser 150 barrages hydroélectriques. Elle a déjà demandé à d'autres pays qui l'ont refusé, mais pour l'instant, la France n'a pas explicitement refusé. La question d'ADP, enfin la question des privatisations en général, c'est aussi une question de souveraineté finalement. C'est la question de l'opposition entre la souveraineté du peuple et celle du marché. C'est le néolibéralisme, en fait, c'est cette question-là. C'est le remplacement de la souveraineté des peuples par la souveraineté des marchés. Et c'est un programme de destruction de tous les collectifs qui sont susceptibles de pouvoir s'opposer à la logique du marché. C'est vrai des États-nations, c'est vrai des syndicats, c'est vrai aussi des entreprises elles-mêmes. Parce qu'en régime néolibéral, la financiarisation de l'économie dévore les entreprises en quelque sorte. Et il y a un bon exemple de ce fait, c'est ce qui s'est passé avec l'aéroport de Toulouse, Toulouse-Blagnac, qui a été privatisé. Pardon ? Par un groupe chinois. Oui, il a été racheté par un consortium chinois. Alors, c'est Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, qui en a privatisé 3, en fait. Celui de Nice, celui de Lyon et celui de Toulouse. Et celui de Toulouse a conduit à une véritable catastrophe, dans la mesure où le consortium chinois vide les caisses de l'entreprise, en fait. Pour des questions de rentabilité actionnariale, il vide les caisses de l'entreprise. Et il s'est fait voter la distribution de dividendes qui sont absolument ahurissants. Là aussi, la Cour des comptes a taclé le truc, parce qu'il y a eu un rapport en octobre 2018 de la Cour des comptes sur la privatisation des 3 aéroports. Sur la privatisation... Vous ne voulez pas arrêter, s'il vous plaît? Sur la privatisation de l'aéroport de Toulouse, la Cour des comptes s'est montée extrêmement sévère parce qu'elle a révélé que, alors d'abord, le consortium est très opaque, il a des liens troubles avec la puissance publique chinoise, et puis il y a cette affaire de dividendes exorbitants qui sont versés, y compris en tapant dans les réserves de l'entreprise. Donc ça veut dire que l'actionnaire bouffe l'entreprise en fait. Et ce qu'il a décidé de faire très exactement 4 ans après s'être emparé de cette entreprise, c'est qu'il a décidé de la revendre. Il l'a acheté 300 millions, il envisage de la revendre en 500 millions, c'est-à-dire qu'en 4 ans ça fait quand même 200 millions de plus-value, ce qui est incroyable. Et puis là où on voit qu'il n'a vraiment jamais eu d'intérêt pour l'entreprise en tant que telle, c'est qu'au bout de 4 ans ils sont défaits, donc il n'y a pas eu de volonté d'investir, de développer l'entreprise, etc. Voilà. Il a licencié à Toulouse? Ils sont en train de licencier, là. Je sais pas. Bon. En tout cas, ils ne recrutent pas. En tout état de cause, c'est la question d'ADP, c'est une question qui a des enjeux multiples. Il y a des enjeux économiques et financiers. Alors, on a vu des enjeux financiers, la rentabilité de l'entreprise, etc., qui rapportent de l'argent à l'État. Mais il y a aussi une opacité dans la procédure et des choses un petit peu inquiétantes, comme par exemple le fait qu'on va indemniser l'acheteur. Si c'est bien Vinci l'acheteur, on va indemniser l'acheteur, parce que Vinci possède 8% de l'entreprise et il la possède pour l'instant pour l'éternité, puisque c'est l'État qui est propriétaire d'ADP. Mais comme à la faveur de la vente, il va soi-disant perdre le bénéfice de l'éternité, le gouvernement a décidé d'indemniser
les actionnaires minoritaires du fait que leur investissement n'est plus admittable. Donc si c'est Vinci qui détient 8% de l'entreprise qui rachète ADP, on va véritablement payer l'acheteur. Donc c'est magnifique. Donc il y a ces enjeux économiques, il y a des enjeux environnementaux, et on peut par exemple se référer à ce qui s'est passé à l'aéroport d'Istanbul, où c'est un aéroport qui est immense et qui s'est... il y en a 3 à Istanbul, mais il y en a un qui est immense et qui s'est considérablement développé, et ils ont abattu des arbres et des arbres et des arbres et des arbres. Vous pouvez regarder sur internet, il y a des articles à ce sujet-là. Voilà, donc ça pose des problèmes environnementaux. Le potentiel doublement du trafic va en poser aussi. Ça pose des questions d'aménagement du territoire, parce que c'est une entreprise qui a 6700 hectares de foncier. Alors pour l'instant, il y a beaucoup de prairies, mais Vinci est un entrepreneur de BTP, donc ça risque de ne pas rester des prairies très longtemps. Et la question se pose de savoir si on veut vraiment bétonner cette zone immense et qu'est-ce qu'on va en faire. Et voilà, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. Et puis, il y a d'autres enjeux, un certain nombre d'enjeux de sécurité. Il y a l'Express qui avait révélé il y a quelques temps, par exemple, qu'il y avait eu des fuites. Il y a eu des fuites sur le web de plans, des caméras de vidéosurveillance, il y a eu le plan d'une piste d'Orly qui s'est retrouvée en ligne, des choses comme ça. Donc ça pose une multitude d'enjeux, et puis ça se situe dans un contexte en fait. On est dans un contexte où on a l'impression d'être complètement attaqué de toutes parts, et dès qu'on essaie de se défendre à gauche, on est attaqué à droite. On a vu qu'ils ont privatisé la FDJ, on a vu qu'ils ont privatisé Engie. Il y a l'antécédent des autoroutes qui est vraiment un truc, quand on creuse, moi je n'avais pas pris l'ampleur de la chose. À force que les Gilets jaunes en parlent, j'ai fini par aller lire des articles et j'étais assez effarée en fait. Assez effarée. Et par ailleurs, j'ai appris en lisant une enquête de Radio France, une super enquête que je vous conseille d'aller lire, c'est un dénommé Benoît Colomba qui a fait ça, qu'il y avait aussi désormais des projets de privatisation d'un certain nombre de routes nationales. Privatisation des... Non, mais quand on tire le fil, en fait, ça ne s'arrête plus. Il y a la question de la privatisation d'une bonne partie d'EDF, c'est-à-dire qu'on nous présente quelque chose qu'ils appellent plan de nationalisation, mais en fait, ils vont complètement nationaliser une partie, puis ils vont privatiser tout le reste. Et puis, indépendamment de ces privatisations, il y a tout le volet vente à des investisseurs étrangers. Donc, on a vu ce que ça a donné avec Alstom, où finalement le General Electric devait créer des emplois, et juste après les élections européennes, on a appris qu'il allait finalement en supprimer. Et un projet est en cours actuellement de fusion, alors je ne suis pas trop rentrée dans les détails de ce truc-là, mais de fusion de Renault et de Fiat. Et on peut se demander, ça a capoté ? Bon. Pour l'instant. Du fait que les personnes poussées dit Fiat aujourd'hui. Voilà, donc tout ça se situe dans un contexte où on a l'impression qu'on a une espèce de feu d'artifice de mesures en tous sens qui sont un peu faites pour méduser les gens et pour qu'on ne sache plus de quel côté écoper en fait. C'est la raison pour laquelle on a lancé donc cette pétition avec mon ami David Kayla, qui a reçu pas mal de signatures. C'est là qu'on voit que les gens sont quand même en France très attachés au service public. Et puis il y a eu cette initiative des parlementaires, et à partir de là, et c'est là que je vais essayer de vous expliquer de manière un peu technique la partie juridique, à partir de là, il y a eu le Conseil constitutionnel est rentré dans la boucle mais à 2 reprises, et il y a eu une sorte de confusion où moi-même je ne savais plus à un moment si le Conseil constitutionnel se contredisait ou s'il était rationnel. Il y a eu 2 choses en fait, et les dates sont importantes. Il y a eu la première décision du Conseil constitutionnel qui a consisté à valider la loi Pacte et à affirmer qu'elle était conforme à la Constitution, et notamment qu'elle n'était pas... Alors, les parlementaires qui ont saisi le Conseil constitutionnel contestaient plusieurs articles,
mais il contestait notamment la privatisation de l'ADP au motif que, à l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946, il est marqué que une entité qui est un service public national ou qui est en situation de monopole de fait ne peut pas être privatisée. Et les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel ont fait valoir ça. Et un certain nombre de juristes ont également développé cela parce qu'ils considèrent effectivement que ADP est un monopole de fait. C'est-à-dire qu'en situation monopolistique parce qu'il gère les 3 gros aéroports parisiens. Bon, alors, le Conseil constitutionnel a analysé ça, a décidé que 2 choses. D'abord, que ça n'était pas un service public national parce que la loi, il n'y a pas eu de texte législatif qui en ait fait un service public national. Et c'est pour ça que la proposition de loi sur laquelle on pourrait être amené éventuellement à se prononcer par référendum, si on obtient les signatures, est une proposition de loi qui vise non pas à dire pour ou contre la privatisation d'ADP, mais à faire en sorte que ADP soit, de manière législative, reconnu comme un service public national. C'est ça qu'il y a dans la proposition de loi, c'est une proposition de loi à article unique qui dit que l'aéroport de Paris est un service public national. À partir de là, il n'est plus privatisable. Donc, cette décision du Conseil constitutionnel a porté sur ce volet service public national, donc ça n'en est pas un, et le Conseil constitutionnel a également considéré que l'aéroport de Paris n'était pas un monopole de fait, et il a énoncé pour ce faire le fait que selon lui, il existe de la concurrence. Il existe de la concurrence parce qu'il y a d'autres moyens de transport d'une part, et d'autre part parce qu'il y a d'autres aéroports, et en particulier ceux que j'ai cités tout à l'heure et qui ont été privatisés dans le processus de privatisation qui a commencé en 2014. Voilà, donc après avoir analysé tout cela, le Conseil constitutionnel a décidé, et ça c'était... Les dates sont assez importantes parce que les 2 choses se chevauchent en fait. La procédure RIP et le jugement sur la constitutionnalité de la loi Pacte, tout cela se passe au mois de mai. Donc la décision dont je viens de vous parler intervient le 16 mai, et à ce moment-là, le Conseil constitutionnel a déjà été saisi, c'est un peu compliqué, hein, a déjà été saisi de la proposition de loi des 248 parlementaires. Donc il valide la loi Pacte. À partir de là, pour le gouvernement, il y a 2 options possibles, soit on gèle, et c'est ce que Bruno Le Maire a demandé, il a dit on gèle tout, soit le gouvernement décide de promulguer la loi, et c'est finalement ce qui a été fait puisque la loi a été promulguée le 23 mai. Alors, à un moment on pouvait s'inquiéter parce que normalement pour qu'un référendum d'initiative partagée puisse être organisé, il faut que ce référendum n'ait pas comme objet de rendre caduque une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Voilà, moins d'un an. Or, lorsque le Conseil... Ça passe, parce que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la proposition de loi RIP, la loi n'était pas promulguée. Elle l'a été le 23 mai. Donc ça, c'est la première chose. C'est un peu technique. La deuxième chose, sur quoi le Conseil constitutionnel a dû se prononcer, c'est la validité de la proposition de loi des 248, ils sont 248 députés et sénateurs qui ont décidé d'œuvrer ensemble pour formuler cette proposition de loi. Là-dessus, le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 avril. Et il a pris sa décision, me semble-t-il, le 9 mai. Il a été saisi le 10 avril, la loi Pacte n'était effectivement pas promulguée. Et il a dû se prononcer sur plusieurs choses. D'abord, sur le fait de savoir s'il y avait suffisamment de parlementaires signataires. Il en faut 185, il y en avait 248, donc ça passe largement. Si le sujet était éligible au référendum, à savoir, est-ce que, en l'occurrence, il s'agit d'un sujet de politique économique et de services publics, donc ça rentre dans le cadre des sujets qui sont potentiellement soumis à référendum, et il fallait effectivement que la loi n'ait pas été promulguée depuis moins d'un an, c'était le cas, puisqu'elle n'était pas promulguée à ce moment-là. Donc, le Conseil constitutionnel
n'avait guère d'autre choix en fait que de valider cette proposition de loi. C'était assez mécanique, il y avait peu d'interprétation, peu de marge d'interprétation à donner là-dessus. Et donc il l'a fait. Et 10 jours après, il a affirmé que la loi Pacte était conforme à la Constitution. Alors du coup, comme c'était un peu embrouillé, eh bien le gouvernement en a profité pour essayer de faire pression sur le Conseil constitutionnel et a commencé à faire savoir que c'était tout à fait contradictoire, que les deux décisions se contredisaient, que le Conseil constitutionnel racontait n'importe quoi. Les services du Premier ministre ont démarché le Conseil constitutionnel, si bien qu'à la fin, Fabius a dû se fendre d'un communiqué pour expliquer très précisément pourquoi les deux décisions avaient été prises sur deux affaires qui étaient étanches l'une de l'autre. Et on peut lire ces explications. C'est pas tellement souvent que le président du Conseil constitutionnel est obligé de justifier comme ça ses propres les décisions. Il y a eu aussi des juristes qui se sont exprimés dans la presse, alors a priori des juristes plutôt proches du gouvernement, qui se sont exprimés de la même façon pour dire que le Conseil constitutionnel prenait des décisions politiques, etc. Alors oui, il prend sans doute des décisions politiques, mais en l'occurrence, la décision plus politique à mon sens, c'est de décider que l'aéroport de Paris n'est pas un monopole, parce que c'en est un. Donc là, pour le coup, puis j'ai eu l'occasion d'entendre comment il s'appelle, Bourlange, une vidéo une intervention à l'Assemblée il y a 2-3 jours. Alors pareil, il revient sur l'affaire le Conseil constitutionnel se contredit, etc., etc. Bon, il y a eu une grosse pression là-dessus. Bon. En tout état de cause, la procédure RIP est lancée et la question est maintenant de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et alors là, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde parce que c'est la première fois que le scénario est joué, en fait. Donc on découvre un peu en marchant et notamment on découvre quels sont potentiellement les obstacles et les embûches qui pourraient faire échouer le projet de référendum. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est qu'il va falloir, et là je pense que vraiment chaque personne va devoir œuvrer à son niveau, par le biais des réseaux sociaux, etc., c'est qu'il va falloir collecter, à partir du 13 juin, 4,7 et des brouettes millions de signatures de citoyens inscrits sur les listes électorales. Il va falloir que les gens apportent expressément leur soutien, alors non pas qu'ils disent « je suis contre la privatisation d'ADP », mais qu'ils disent « je suis pour l'organisation d'un référendum », ce qui fait que, en fait, on peut tout à fait être favorable à la privatisation, mais se dire « je souhaite que la démocratie permette à chacun de s'exprimer, je souhaite que cette privatisation soit légitimée par le suffrage, et donc je souhaite un référendum ». Donc ce qu'il va falloir soutenir, c'est le principe de l'organisation d'un référendum. Cela va se faire à partir... Alors, Castaner en a parlé hier. Au départ, Castaner, parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit superviser tout ça, sous contrôle du Conseil constitutionnel. Et au départ, ce qu'a fait Castaner, c'est qu'il a essayé de renvoyer la balle au Conseil constitutionnel en disant c'est lui qui va collecter les signatures. Donc il ne s'est pas tellement pressé pour commencer à s'emparer du problème et il a fait traîner en essayant de faire une passe à l'aile. Bon, il se trouve que c'est bien le ministère de l'Intérieur qui doit faire ça. Il y a un site dédié au référendum d'initiative partagée, on peut le consulter. Il n'y a rien dessus encore pour l'instant, il n'y a même pas la proposition de loi. Et Castaner a fait savoir hier qu'à partir du 13, il allait commencer à expliquer comment il compte s'y prendre. Alors il dit, mais ce ne sera évidemment pas le cas, mais il dit qu'il va falloir faire beaucoup de publicité, c'est une question de démocratie, etc. Moi je pense qu'ils vont en faire le moins possible. Le moins possible. Mais pourquoi, excusez-moi, mais pourquoi ne pas recueillir des signatures contre la privatisation d'ADP alors, puisque après tout ce que vous venez de nous expliquer, effectivement, on est tenté de se dire que là il y a eu une parce que, ouais. Et donc de passer par un... Ça me paraît bizarre de demander aux gens de demander un référendum. Parce qu'on peut très bien faire une pétition, non contre la privatisation. Mais elle existe cette pétition, mais là on est dans quelque chose de plus formel qui est organisé par les pouvoirs publics. Et il se trouve que le référendum d'initiative partagée fonctionne comme ça. C'est comme si... Et ça reviendra au même en fait. Si, les pétitions ne sont pas légales. Il y a un autre traitement
cette question. Qui c'est qui tranche pour que Le Conseil constitutionnel. Ah, non, attendez, ça j'y viens, parce que c'est... J'interviens 2 secondes, s'il vous plaît, j'interviens 2 secondes. Si vous voulez bien laisser Coralie Delhomme aller jusqu'au bout de son propos, parce que c'est très compliqué et très précis, et pour qu'elle continue son propos, et si vous voulez bien, quand elle aura terminé, on donnera la parole à la salle. Ok. Donc, on va bien se prononcer, je suis désolée, hein, mais sur le fait d'abord d'organiser un référendum et ensuite sur cette proposition de loi qui a été initiée par les parlementaires. Alors, on a 9 mois pour collecter les 4,5 millions de signatures. Il faut que ce soit des gens qui sont inscrits et vraisemblablement ce sera essentiellement par Internet, mais le ministère de l'Intérieur devrait faire en sorte que dans les chefs-lieux de canton, il y ait quelque chose, je ne sais pas quoi. Est-ce que les employés municipaux vont aider les gens à remplir le formulaire web? Je ne sais pas. Il va expliquer ça jeudi 13, voilà, le 13. À partir du moment où on a les signatures, donc on a 9 mois pour les obtenir, est-ce que l'organisation d'un référendum est de facto actée? Ben en fait non, et c'est là que c'est assez compliqué, parce qu'il y a une condition, et c'est une condition énorme, c'est presque plus contraignant que les 4,5 millions de signatures. Cette condition, c'est qu'il faut, à partir du moment où les signatures auront été collectées, il faut que dans les 6 mois, c'est-à-dire entre mars et septembre 2020, pour ce qui nous intéresse, les 2 assemblées n'aient pas examiné la proposition de loi. Donc, le gouvernement, qui a la main sur l'agenda des assemblées, va probablement demander, alors concernant l'Assemblée nationale, il n'aura pas besoin, parce que vraisemblablement elle va s'autosaisir, mais il va demander que la proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour de chacune des 2 assemblées. Le problème, c'est que même si elle est rejetée, elle est considérée comme examinée. Si elle est rejetée, si elle est modifiée, si elle est adoptée, si elle est rejetée, elle est considérée comme examinée. Examiner, c'est examiner, quoi. C'est rien de plus. Alors, vraisemblablement, ce que l'Assemblée nationale va faire, c'est qu'elle va l'examiner et la rejeter. Concernant le Sénat, il y a une opportunité, en fait, qui est la suivante, c'est que une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2014 permet à une assemblée de ne pas examiner un texte, une proposition de loi référendaire, à condition qu'elle décide de le renvoyer en commission. C'est-à-dire que le Sénat s'est illustré par de bonnes actions dans les temps derniers, puis il est en ce moment en conflit avec le gouvernement, dans la mesure où, depuis l'affaire Benalla, en fait, ça ne se passe pas très bien entre le Sénat et le gouvernement. Mais le Sénat, on peut se dire que la chance viendrait du Sénat qui déciderait de gagner du temps, en fait, en renvoyant le texte en commission, jusqu'à ce que le délai des 6 mois ait fini de courir. Le seul truc, c'est que, quand bien même le Sénat jouerait ce jeu-là, c'est politiquement pas évident, alors ça dépendra sans doute beaucoup du nombre de signatures qui sera obtenu, quand même 4,5 millions de signatures et peut-être plus, c'est un gros poids politique. Enfin, c'est le temps pour les obtenir aussi. 9 mois. Oui, mais si ça va plus vite. Donc, si le Sénat envoie en commission, le problème c'est qu'actuellement, le règlement intérieur du Sénat dit que en cas de renvoi en commission, si le texte a été mis à l'ordre du jour par le gouvernement, la commission doit se prononcer dans la journée. Donc, en l'état actuel du règlement du Sénat, le Sénat ne peut pas vraiment faire d'obstruction. Donc ce RIP, il n'est vraiment pas garanti. Alors moi, j'ai commencé à me renseigner et a priori, il y a en cours actuellement une modification du règlement intérieur du Sénat qui devrait permettre peut-être de lever ce truc-là. Il y a une association qui est à l'œuvre contre la privatisation d'ADP et qui a fait remarquer qu'effectivement, là, pour le coup, le RIP pour la danse. Donc, le référendum n'est pas certain, mais je pense qu'il faut faire comme s'il
devait avoir lieu au terme du processus de recueil des signatures, qui a cette particularité, c'est que ça porte sur un sujet qui potentiellement peut permettre d'arraser tous les clivages. Moi, je connais des gens de tous les bords politiques qui sont contre ce truc, vont debout contre ce truc. Et puis, ça peut être un nouveau moment de politisation après le mouvement des Gilets jaunes, qui a été un moment de politisation intense, quand même. Donc, ça peut être une sorte de... Une campagne référendaire, à condition qu'elle soit bien relayée, à la fois par les députés qui ont initié, à la fois par les médias, à condition que ça prenne, ça peut être un beau moment de politisation et qui peut être aussi l'occasion de mettre la pression pour le gouvernement, parce que c'est quand les députés ont enclenché cette procédure de RIP, ils étaient quand même liquides en face. La preuve, c'est qu'ils ont tâché d'intimider le Conseil constitutionnel. Bon, alors moi je pense qu'il faut effectivement tout faire pour obtenir ces signatures et que ça aura du poids politique quand bien même il y a des obstacles juridiques. Quand bien même il y a des obstacles juridiques. Il faut savoir que, je termine après ça, j'ai conscience que c'est un peu technique, mais il faut savoir que en même temps, il y a un autre dossier juridique, c'est celui de la privatisation dont j'ai parlé au début de l'aéroport de Toulouse. C'est-à-dire que le gouvernement va devoir peut-être faire face à un deuxième camouflet dans le laps de temps du recueil des signatures sur un sujet connexe. C'est-à-dire que pour ce qui est de la privatisation de Toulouse, il y a des plaignants qui ont porté l'affaire devant la justice et qui ont obtenu satisfaction de la part de la Cour d'appel de Paris, qui a décidé d'annuler l'acte administratif, c'est-à-dire toute la partie administrative de la privatisation, c'est-à-dire en gros l'appel d'offres, au motif que le repreneur, enfin quasi l'Europe, l'actionnaire chinois, était au départ allié avec une société canadienne, qui était Trouble d'ailleurs, une société canadienne qui a été blacklistée par la Banque mondiale, enfin quelque chose de pas très clair. Donc c'est ce tandem qui a offert d'acheter l'aéroport. Et à la fin, les Canadiens et les Chinois se sont séparés, et finalement, ce ne sont que les Chinois qui ont signé le contrat. Donc, il y a un problème de procédure. Donc, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'acte administratif détachable du contrat, on dit. Ça n'annule pas la vente elle-même, ça c'est au tribunal de commerce de l'annuler, mais ça dit que l'État était fautif. Alors, au départ, je me suis dit, le gouvernement va faire canard, c'est-à-dire qu'il va laisser le tribunal de commerce casser le contrat, et puis voilà, de toute façon, cette privatisation est une catastrophe, l'actionnaire va rembourser, l'État va rembourser ce qu'il a perçu, l'actionnaire va rembourser les dividendes, et non, ils ont décidé d'aller au Conseil d'État pour essayer de faire annuler la décision de la Cour administrative d'appel de Paris. Donc ils ont fait une action en cassation, et ce qui pourrait être obtenu bientôt, en même temps que la procédure RIP, là c'est effectivement la confirmation par le Conseil d'État que la procédure était mauvaise. Ça c'est une baffe quand même. Ils rencontrent plein de problèmes avec ces histoires de privatisation. Donc on attend cette décision du Conseil d'État, mais ça prouve quand même le fait que, alors qu'ils sont quand même dans une situation politique compliquée, avec justement le RIP ADP, la mobilisation citoyenne, l'action des députés, etc., ils vont quand même en cassation. Donc ils reculent devant absolument rien. Voilà, donc j'espère que vous avez quand même compris. Comment? Donc la prochaine échéance, c'est donc le 13 juin, et on va savoir à ce moment-là comment le ministère de l'Intérieur organise le recueil des signatures, et on va savoir comment on doit signer, parce que moi je me suis baladée sur le site, mais pour l'instant il n'y a rien de... Il n'y a même pas la proposition de loi. Voilà.